Le tibia est un os long formant le squelette de la jambe avec la fibula. Il va s'articuler d'une part avec les condyles fémoraux que l'on voit sur cette vue antérieure de la jambe, par les surfaces articulaires tibiales, médiales et latérales. Ces surfaces articulaires sont complétées par des ménisques. Le tibia s'articule aussi avec les fibulas par une facette articulaire fibulaire crâniale, une échancrure fibulaire qui va accueillir la malléole externe de la fibula et une membrane interosseuse qui relie les deux os. Enfin, le tibia s'articule avec le talus par la surface articulaire tibiale inférieure qui se poursuit par la surface articulaire de la malléole médiale. Si l'on s'intéresse à l'épiphyse proximale du tibia, on constate sur cette vue supérieure du tibia droit la présence de deux surfaces articulaires représentées en jaune que l'on nomme les cavités glénoïdales ou glénoïdes. Ces deux cavités supportent les deux condyles fémoraux. Entre les deux cavités se trouvent deux espaces triangulaires que l'on voit sur cette même vue supérieure. Ces deux espaces triangulaires sont nommés les aires intercondylaires antérieures et postérieures. La cavité glénoïdale médiale est plus longue et plus allongée que la cavité latérale, celle-ci étant plus plane et plus large. Le cartilage articulaire est plus épais au niveau de la cavité glénoïde latérale. La partie médiane des aires intercondylaires est surélevée par des éminences intercondylaires que l'on appelle aussi les épines tibiales. Ces épines tibiales agissent comme un pivot autour duquel se fait la rotation axiale du genou. Lorsque le genou est fléchi, les éminences intercondylaires se placent au fond de l'échancrure intercondylienne du fémur. On note sur cette vue de profil de la jambe que le plateau tibial ou extrémité supérieure du tibia est déjeté vers l'arrière par rapport au reste, et notamment la diaphyse du tibia. Cette courbure vers l'arrière augmente l'amplitude de fléchissement du genou. Enfin, on note sur la face antérieure de l'épiphyse proximale la présence d'une tubérosité antérieure ou tubérosité tibiale qui se poursuit latéralement par une deuxième tubérosité qu'on appelle le tubercule de Gerdy. La tubérosité tibiale reçoit l'insertion du tendon patellaire. La diaphyse est triangulaire à la coupe. Il existe trois faces. Une face antéro-médiale qui est sous-cutanée, qui est palpable immédiatement sous la peau. Une face antérolatérale et une face postérieure que l'on voit sur cette vue postérieure de la jambe. Il existe trois bords. Un bord antérieur en forme de S qui se détache de la partie inférieure de la tubérosité tibiale. Un bord latéral ou interosseux sur lequel va s'insérer la membrane interosseuse, et un bord médial. L'épiphyse distale du tibia comprend une surface articulaire inférieure et la malléole interne qui forme un angle de 90 degrés par rapport à cette surface articulaire inférieure. Certaines parties du tibia sont palpables, le tubercule tibial, la face antéromédiale, le bord antérieur et bien sûr la malléole médiale. Du fait de sa situation immédiatement sous-cutanée, la face antéromédiale est moins bien protégée et toute fracture à ce niveau expose au risque de fracture ouverte, c'est-à-dire d'exposition à l'extérieur d'un fragment osseux, ce qui constitue un critère de gravité de la fracture. Sur l'épiphyse proximale du tibia, nous allons voir l'insertion d'éléments importants qui seront décrits plus tard. Ces éléments s'insèrent au niveau des aires intercondylaires antérieures et postérieures. D'une part, on note l'insertion du ligament croisé antérieur qui se fait au niveau de l'aire intercondylaire antérieure et de ligament croisé postérieur au niveau de l'aire intercondylaire postérieure et débordant à la face postérieure de l'os. On note aussi l'insertion des deux ménisques de chaque côté et on voit ici ces ménisques recomposés qui ont une forme de C pour le ménisque médial et une forme un peu plus proche d'un O pour le ménisque latéral. Ces deux ménisques sont donc adhérents au plateau tibial par leurs deux extrémités. Enfin, on note l'insertion de la capsule articulaire du genou qui va entourer les surfaces articulaires et qui va venir s'insinuer entre l'insertion des ménisques pour venir ainsi circonscrire les zones d'insertion des ligaments croisés antérieurs et postérieurs. Sur le bord médial, la zone d'insertion capsulaire déborde sur le bord médial de l'os. La cavité articulaire
et l'espace compris à l'intérieur de cette ligne violette. Elle comprend donc les cavités glénoïdes et les ménisques dans leur totalité. En revanche, vous voyez que les deux ligaments croisés sont en dehors de l'espace délimité par la capsule et donc par conséquent de la synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule, même si elle n'est pas représentée sur ce schéma. Les deux ligaments croisés sont donc au milieu de l'articulation, ils sont intra-articulaires, cependant, vous voyez qu'ils sont extra-synoviaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact avec la synovie qui est sécrétée par la synoviale articulaire. Cette dissection illustre ce schéma et nous montre notamment les deux ménisques en forme de C, en forme plus proche d'un O, les deux éminences intercondylères et les ligaments croisés qui ont été sectionnés. En avant, le ligament patellaire se terminant sur le tubercule tibial, dont une partie a été sectionnée ici. Ce ligament patellaire est séparé du tibia par une bourse séreuse.